Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Décideurs de l'innovation. Nous sommes ici au siège de Suez Environnement, une maison vénérable et historique s'il en est, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne réfléchit pas à l'avenir et à l'innovation, surtout à l'heure où les ressources naturelles se font de plus en plus rares. Et c'est ce que nous allons évoquer avec le directeur de la stratégie, Henri Saint-Brice. Henri Saint-Brice, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège de Suez Environnement. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie de ce groupe. On va parler donc de l'innovation ensemble. Pourquoi est-ce que la réflexion autour de l'innovation est clé dans un métier qui semble finalement assez traditionnel ? Je pense que la réflexion sur l'innovation aujourd'hui prend place dans une très très grande mutation de l'environnement économique et de production. On peut dire que d'une certaine manière, dans les 30 dernières années, la productivité du travail a énormément augmenté avec les technologies de l'information, que la productivité du capital a elle aussi énormément augmenté. D'ailleurs, notre système est presque en train d'en mourir. Il surchauffe en tout cas. Surchauffe de la dette. Mais en revanche, la productivité des ressources n'a que très faiblement augmenté. Si l'on regarde, par exemple, ça veut dire quoi la productivité des ressources ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire plus de productivité avec l'eau, par exemple ? Alors, aujourd'hui, si on regarde les statistiques au niveau européen, il faut toujours plus de ressources pour faire un point de GDP que les années précédentes. Et ça va plutôt dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a du gaspillage ? C'est-à-dire que l'intensité en ressources pour produire de la richesse ne s'améliore pas. Et il y a donc beaucoup de gaspillage. Et alors c'est ça l'enjeu pour un groupe comme le vôtre, Suez Environnement, d'essayer d'optimiser cette productivité ? Oui, en fait, cette transformation, elle commence à prendre la forme au niveau des systèmes de production, mais aussi des systèmes de consommation. En matière de production, on parle de l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie où les déchets des uns sont les matières premières des autres, ou de l'économie de fonctionnalité, on va acheter plutôt l'usage d'un produit que le produit qu'accumuler des produits. Et en matière de consommation, c'est ce que Stéphane Truchy de l'IFOP indique, en disant qu'on évolue vers un système de consommation fondée plus sur le plaisir et l'accomplissement que sur le désir et la frustration. Et un sondage récent du National Geographic, qui a été fait dans 17 pays, dit que finalement 60% des gens pensent qu'une des solutions à la crise, c'est la réduction de la consommation. Mais alors ça nous emmène assez loin, d'un point de vue presque philosophique ou culturel. Ça veut dire qu'on change complètement d'époque, de génération, et finalement les critères qui étaient ceux de nos parents ou de nos grands-parents ne vont plus être les mêmes. Disons que c'est le début d'une évolution progressive du volume à la valeur, pour laquelle nous pensons que même notre métier va changer, où l'on va mettre plus de valeur dans nos volumes pour aider nos clients à protéger les ressources. Et alors, pour qu'on ait un ordre d'idée finalement de cette urgence ou de ce changement finalement d'univers dans lequel on est en train vers lequel on est en train d'aller, est-ce qu'on a des chiffres en tête d'un point de vue quantitatif? Ça donne quoi, cette rareté? C'est vrai qu'on rentre dans un monde de rareté. On parle beaucoup du peak oil, mais on parle moins du peak minéraux. Par exemple, les horizons de disponibilité de matières premières comme le plomb, l'étain, le cuivre sont de 20 à 25 ans, donc des horizons extrêmement rapprochés. Et ça, vous l'observez aussi dans vos métiers, donc vous l'intégrez maintenant dans vos métiers. Comment est-ce que vous intégrez justement cette innovation pour faire évoluer ce business? Alors je pense qu'on voit une évolution du volume à la valeur. Plus précisément, on nous demande de mettre plus de valeur dans nos volumes. Et il est vrai que l'innovation va être la clé dans cette transformation. On peut prendre un exemple un peu concret, qu'on ait une idée de la façon dont ça se passe justement? Je pense qu'on voit l'innovation dans cette transformation à 3 niveaux. D'abord au niveau de la gouvernance, deuxièmement au niveau des contrats, et bien sûr au niveau de l'innovation technique. Non, si on décline, la gouvernance, c'est quoi? En fait, je prendrai juste un exemple. La Lyonnaise des Eaux a lancé cette année une démarche qui s'appelle Idées neuves sur l'eau, qui va durer 12 mois, et à travers laquelle, à la fois à travers une plateforme d'échange sur Internet, mais aussi au travers de forums d'experts, nous allons travailler sur l'évolution du modèle de l'eau. Par exemple, la première session a eu lieu en février-mars, avec Eric Orsena comme président de ce forum d'experts, et nous avons travaillé sur le prix et la facturation de l'eau. Mais ça, il ressort des choses concrètes de ça, ou c'est juste finalement une façon un peu marketing de se dire, regardez, nous aussi on fait du participatif, on donne la parole? Alors on en vient à la deuxième forme d'innovation, ça c'est concret, l'innovation contractuelle. Je prends un exemple, c'est Edelweiss. À travers Edelweiss, nous prenons un engagement contractuel de performance environnementale avec nos clients dans 3 domaines, soit la protection des ressources, soit la préservation de la biodiversité ou la réduction des gaz à effet de serre. Et une offre chez nous devient une offre qui porte la signature Edelweiss à la condition que ce soit un engagement daté chiffré qui donne lieu à une rémunération, parce que ce n'est pas gratuit. Il faut le quantifier. Ouais. Il faut le quantifier. Il faut que ce soit mesuré en accord avec le client ou validé par un tiers.
Et enfin, il faut que ce soit clairement lisible, c'est-à-dire c'est un engagement du groupe derrière des offres nouvelles. Et ça change votre business model d'une certaine façon. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on n'assoit non plus la facturation complètement sur le volume, mais aussi sur la valeur. Je prendrai 2 exemples. Nous avons gagné la station de traitement des eaux usées de Fontainebleau sur ces critères et nous sommes engagés à réduire les gaz à effet de serre de moins 21%, nous sommes engagés à réduire les consommations d'énergie de moins 21% et les gaz à effet de serre de moins 9%. Et à Rennes, nous avons gagné un contrat de collecte des déchets, nous sommes engagés à réduire les gaz à effet de serre de moins 10%. Tout en étant performant d'un point de vue économique, aussi performant qu'avant, parce qu'il y a quand même une pression aussi des actionnaires, entre autres. Tout à fait, c'est aussi performant dans la mesure où nous aidons nos clients à réduire leurs coûts et nous avons une offre qui est meilleure, qui répond à leurs objectifs. Et on a vu donc gouvernance contractuelle, innovation contractuelle et innovation technique. Technique, bien sûr. Alors je prendrai juste un exemple là encore, c'est le procédé Edelweiss. Comme vous savez, les eaux usées qui circulent dans nos égouts sont environ entre 8 et 10 degrés plus chaudes que l'eau qui est dans la rivière. Et la technologie Edelweiss permet de capter la chaleur qui circule dans les réseaux. C'est le système des pompes à chaleur ? Absolument. Ouais. Et de restituer cette chaleur en énergie pour chauffer les bâtiments. Donc ça, c'est des innovations concrètes que vous mettez en place pour essayer de capter, fabriquer de la valeur finalement sur des métiers plus anciens, plus traditionnels. Absolument. Protéger la ressource. Nous l'avons vendu à Levallois, par exemple, où nous sommes engagés à réduire les consommations d'énergie de moins 25% et les émissions de gaz à effet de serre de moins 66%. Vous êtes directeur de la stratégie de Suez Environnement. Quand on réfléchit à ces problématiques autour de l'innovation, quel est l'horizon de temporalité? Jusqu'où on va en fait? C'est le siècle, c'est la dizaine d'années, c'est l'année, c'est quoi? Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant. Si je prends l'exemple, par exemple, de la convergence entre les préoccupations de rareté des ressources et le déploiement des technologies de l'information du Web 2.0, on voit que dès maintenant, progressivement, nous mettons en place dans nos réseaux des systèmes intelligents. Alors ces systèmes intelligents, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? De vérifier et de préserver la ressource en limitant les fuites. 2, d'aider à contrôler la demande en mettant des compteurs intelligents et en offrant des services aux consommateurs finaux. Et 3, de vérifier en temps réel la qualité de l'eau, ce qui permet d'ajuster le mode de traitement à la fin de la chaîne. Donc ça, c'est toute la valeur ajoutée de l'innovation numérique, les technologies de l'information sur le contrôle des réseaux. Mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant. Si on se projette dans le futur, on est presque dans des conversations philosophiques, c'est-à-dire de se dire, voilà, il faut consommer différemment, il faut évoluer. Vous penchez sur des réflexions plus sociologiques, plus démographiques. Comment est-ce que vous alimentez cette réflexion? Alors, on peut penser que la pression démographique qui va être considérable, on a parlé du peak oil, on a parlé du peak ressources, mais on peut aussi parler du pic population qui aura lieu en 2030, est telle que la pression pour la réduction des consommations d'eau, par exemple, va être gigantesque. Et on peut imaginer que le formidable savoir-faire qui a été développé dans le cadre des smart grids de l'énergie pourrait être appliqué des réseaux intelligents dans l'énergie pour optimiser, effacer la demande, par exemple, effacer les pics et optimiser les infrastructures, pourrait être appliqué à la nourriture demain, qui est un gros facteur de gaspillage, ou à l'eau. Et ça veut dire que vous pourriez évoluer dans vos métiers, c'est rajouter d'autres palettes finalement, parce que vous seriez un spécialiste justement de cette gestion, de cette optimisation? Tout à fait. Nous travaillons maintenant sur le grand cycle de l'eau. Et je donnerai juste un exemple. À West Basin, en Californie, qui est une région très touchée par le stress hydrique, nous avons renouvelé un contrat d'une usine de reuse, de réutilisation d'eau usée, de 240 000 m3 jour, qui est la première usine aux États-Unis et dans le monde à fournir 5 types de qualités d'eau à partir des eaux usées pour l'agriculture, pour la ville et pour l'industrie. Merci Henri Saint-Brice de nous avoir reçus. À bientôt. Merci.